merci beaucoup de m'accueillir aussi durant cette journée. J'aurais vraiment bien aimé être avec vous, mais malheureusement, mes déplacements avec beaucoup de difficultés en ce moment, ça n'a pas été possible. Mais j'essaierai de faire mon mieux pour faire cette présentation. Donc, comme Philippe vous l'a dit, je travaille actuellement à l'université Gustave Eiffel à Paris, à Champs-sur-Marne pour être plus exact. Mais en fait, pendant des années, j'étais au CEREMA Méditerranée et à l'agence de Sophie Antipolis en particulier, où j'ai pu suivre en fait quasiment toutes les études qui ont amené à mettre en place ce plan de prévention du risque sismique à Nice. Je vais développer d'abord vite rapidement l'aléa sismique pour qu'on ait tous en tête de quoi on va parler. Donc l'aléa sismique, vous savez qu'il y a deux termes, un aléa régional et un aléa local. Et pour différencier les deux, c'est essentiellement, on va dire, la qualité du sol et les conditions géomorphologiques du site sur lequel on étudie cet aléa. Pour l'aléa régional, on va parler essentiellement d'un site qui est horizontal, rocheux, c'est-à-dire constitué d'une roche dure, homogène. Et dans ce cas-là, cet aléa va essentiellement dépendre de la source sismique et de la distance à cette source sismique. Et normalement, quand on s'éloigne de la source, dans ce cas-là, l'aléa va diminuer assez fortement, assez rapidement. Pour l'aléa local, en fait, on va regarder ce qui se passe de façon un petit peu plus précise en tenant compte de la vraie topographie des sites étudiés, mais également de la composition géotechnique des sous-sols, parce qu'on sait que dans certaines conditions, on peut avoir des amplifications d'ondes liées à la lithologie des sols et également à la topographie. C'est tout l'objet en fait des PPR, on va le voir tout à l'heure. Donc, un exemple d'amplification sismique, c'est ce qui avait été enregistré lors du séisme de 2001 à Nice. C'est un séisme de magnitude 5.1 qui donc, a eu lieu en 2001, qui se situe sur la carte en haut à droite. Vous avez un losange rouge qui vous localise l'épicentre. On est en mer, à peu près à une vingtaine, 20-25 km des côtes de Nice. Et du coup, on a, depuis un certain temps, depuis le début des années 90, un réseau accélérométrique qui fait partie maintenant du réseau accélérométrique permanent sous l'égide de RISIF, donc à l'intérieur de Nice, presque une dizaine de stations à Nice, qui enregistrent donc tous les séismes qui se passent dans la région. Vous avez également ce genre de station à Grenoble, parce que Grenoble et Nice étaient donc les deux sites où a démarré l'aventure du RAP. Vous avez ici donc des enregistrements des composantes horizontales du sol, de l'accélération, de la vitesse du sol lors de ce séisme-là, en plusieurs points de la ville de Nice. Et la dernière trace en violet est un enregistrement fait à Menton. Vous voyez que dans la ville de Nice, même si les stations ne sont vraiment pas trop éloignées, on est à peu près au maximum à vol d'oiseau à 2-3 km de distance entre les stations, on voit que la trace en noir est une trace qui montre une amplitude beaucoup plus faible que les autres trois traces, Libération, Alsace-Lorraine et Saint-Roch, où là, on a une amplitude du mouvement qui est relativement importante et qui est même, je dirais, très importante sur la station Alsace-Lorraine, qui est située au centre-ville de Nice. Donc cet effet, en fait, est lié donc à la composition du sous-sol. La station Montboron se situe sur des reliefs calcaires, tandis que les stations Libération, Alsace-Lorraine et Saint-Roch se situent sur les vallées alluviales de la ville. Alors, qu'est-ce qui se passe schématiquement, je vous rappelle, ces amplifications sismologiques, ces amplifications du mouvement sismique en surface sont liées à des interférences constructives, des ondes qui sont piégées à l'intérieur soit des reliefs, soit des vallées sédimentaires. Donc, pour un effet de cycle lithologique, il faut avoir un contraste de vitesse important entre un remplissage sédimentaire, donc ça peut être des sables, des graviers, etc., des marnes, par exemple, si c'est un peu plus induré, qui reposent sur un substratum beaucoup plus rigide, où les ondes sismiques se propagent à des vitesses plus grandes. Donc, lié à ces piégeages, on va donc avoir une amplification, mais à certaines fréquences. Et ces fréquences vont dépendre pour les reliefs de la géométrie du relief et pour les vallées remplies de sédiments, en fait, de la forme de la vallée, de l'épaisseur sédimentaire, mais aussi de la vitesse de propagation des ondes à l'intérieur de ce remplissage sédimentaire. En aléa sismique, on parle souvent de spectre de réponse élastique. Et en fait, cet objet
est vraiment l'interface entre la sismologie et l'ingénierie parasismique et le dimensionnement des structures. C'est à l'aide en fait, de cet instrument, de ce graphique, qu'on va pouvoir dimensionner les structures à l'aléa sismique considéré. Donc, c'est un terme qui est très important et qui revient évidemment dans la réglementation nationale française, mais également dans les plans de prévention des risques. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'un spectre de réponse élastique assez vite. Si vous prenez une accélération du sol, à laquelle peut être soumis des bâtiments, les bâtiments vont réagir, vont se déformer par rapport à cette sollicitation sismique, et selon leurs caractéristiques, c'est-à-dire selon la raideur et la masse du bâtiment, globalement, on va avoir une accélération maximale au sommet du bâtiment qui va être différente d'un cas à l'autre. Le graphique, en fait, le spectre de réponse élastique regroupe toutes les accélérations maximales en tête de bâtiment pour tous les bâtiments, représentés par leur période propre. Cette période propre qui va dépendre de la raideur et de la masse du bâtiment. Dans la réglementation, donc, les EC8, la réglementation française, elle tient en compte de différentes catégories de sols qui sont basées sur ce qu'on appelle le VS30, qui est la vitesse moyenne quadratique sur les 30 premiers mètres du sol. Et on voit que dans le tableau qui se situe en bas à gauche, là, vous avez les différentes classes de sol qui vont de A à E. Et pour toutes ces classes de sol, on a un VS différent. Pour le rocher, le VS est supérieur à 800 mètres par seconde. Ensuite, les classes de sol B, C, D, E sont des classes de sol sédimentaires. Et pour chacune de ces classes, la réglementation française spécifie une forme de spectre spécifique. Dans le diagramme qui se situe à droite, vous voyez donc le spectre bleu cyan qui représente le spectre rocher, qui est beaucoup plus faible que les autres 4 spectres qui sont donc les spectres sur les différents sites sédimentaires, et ce qui montre que l'aléa pris en compte pour le dimensionnement des structures est plus important sur les sites sédimentaires que sur les sites rocheux. Venons-en au PPR à Nice maintenant. Alors déjà, pourquoi a-t-on fait un PPR à Nice? Alors déjà, Nice, 5e ville de France, 350 000 habitants intramuros, et une destination touristique assez importante, donc une ville assez exposée. On verra également que le risque sismique est présent parce qu'il y a une sismicité qui est non négligeable dans tout le sud-est de la France. Donc voilà, donc il y a aussi un aléa assez important. Et une volonté de l'État de mettre en place une politique de prévention ambitieuse sur tous les risques, notamment le risque sismique, face à la pression foncière immobilière que subit le département. Les collectivités locales sont déjà impliquées dans la gestion du risque. Il y a pas mal d'exercices qui ont été faits sur le risque sismique dans le sud-est et dans la région de Nice en particulier. Et tout ça se fait aussi puisque sur place, on a le CEREMA, on a l'université, on a des moyens humains qui permettent d'étudier cet aléa et ce risque sismique. Alors du coup, depuis les années 80, il y a eu pas mal d'études qui ont été menées sur le territoire niçois, qui concernent à la fois l'aléa, mais aussi les enjeux, les vulnérabilités et la création de scénarios. Et on voit que le premier microzonage de Nice a été établi en 1983, donc à la fois une étude sur l'aléa régional et une étude sur l'aléa local, mais elle concernait essentiellement l'hypercentre de la ville de Nice. 3 grands projets de recherche ont suivi en 98, 2004 et 2005, qui sont Génitis, Riskio et GEMGEP, qui ont permis notamment de faire avancer les méthodologies pour aboutir au microzonage et au PPR. Plus particulièrement, GEMGEP était un projet qui était financé par le ministère de l'Équipement à l'époque pour justement mettre au point une méthodologie assez reproductible pour la mise en place de microzonage, mais aussi d'études de vulnérabilité des enjeux exposés. Donc du coup, à partir de 2007, on a réalisé la capitalisation des études et réalisé quelques études complémentaires pour aboutir au microzonage, dont je vous parlerai tout à l'heure. En 2010, jusqu'en 2010, on a eu des échanges avec le ministère de l'Environnement sur la méthodologie employée, sur les résultats et les documents réglementaires proposés, ce qui nous a permis de compléter certaines études et de modifier un petit peu la partie réglementaire des documents du PPR. En juillet 2017, un arrêté préfectoral de prescription qui a défini la zone du PPR et les aléas pris en compte a été publié. Donc, on voit que l'arrêté préfectoral est venu bien après les études préalables au microzonage. Et enfin, à partir de janvier 2018, le PPR a été prescrit. On a essayé de faire une estimation des coûts des études
en prenant en compte l'ensemble des projets de recherche, notamment qui avaient été menés sur la ville de Nice, et vu également que ça a servi pour développer certaines méthodes, on arrive quand même à un coût de 500 000 € environ pour l'ensemble des étapes du PPR. Donc, je vais vous présenter maintenant l'aléa sismique régional sur la ville de Nice. Donc, dans l'extrême sud-est de la France, on a une microsismicité journalière qui est liée bien sûr à la présence des Alpes, mais également à la présence du bassin Ligure. On peut dire qu'on a un événement modéré à peu près tous les 5 ans, c'est-à-dire de magnitude supérieure à 4,5, et on a quand même quelques événements très forts de magnitude supérieure à 6 qui ont frappé la région. Sur la figure de droite, en bas, là, vous voyez donc l'ensemble des épicentres avec la grosseur dépendant de la magnitude, avec 2 événements mis en exergue, l'événement de 1564 dans la vallée de la Vésubie et l'événement de 1887, dont la magnitude a été revue un petit peu à la hausse dans les dernières études scientifiques, et maintenant, les dernières études montrent une magnitude pouvant aller jusqu'à 7,9. Donc, on a une sismicité quand même qui est diffuse, des failles qui sont assez méconnues en fait encore dans la région, à part certaines failles, notamment dans le bassin Ligure. Et le séisme de 1887 étant bien sûr le dernier gros séisme et le plus fort séisme enregistré ou qui a frappé la région. Dans le cadre du PPR, en fait, on a pris en compte le spectre EC8A donné par la réglementation nationale pour le PPR. Pourquoi? Parce que, en fait, les études qui ont été menées depuis 2010, depuis que la nouvelle réglementation parasismique française a été adoptée, n'ont pas montré de différence significative par rapport au centre-ville et par rapport donc, à ce spectre-là. Donc, comme toutes ces études, GEMITIS, GEMGEP, PRISQ et tout ça, ont trouvé des spectres de réponse qui étaient assez proches de cette EC8A, on a considéré que c'était un spectre de réponse à prendre en compte sur le rocher de référence à Nice, avec une accélération d'ancrage à 0,16 G, comme le donne la réglementation nationale en France pour la zone de Nice, qui est la même que Grenoble, par exemple. On va en venir au microzonage, qui est vraiment donc le cœur du PPR. C'est vraiment l'objet qui permet d'établir ce PPRS, qui va nous donner à la fois les niveaux d'aléas qui existent dans les zones d'étude des PPR et qui permet de redéfinir certains spectres de réponse élastique. Alors, le point de départ, en fait, de ce microzonage, c'est la construction d'un modèle géotechnique du sous-sol, qui est un préalable indispensable pour faire ce microzonage. Pour faire ce modèle géotechnique, qui est en 3D, on utilise des données géologiques, des coupes géologiques, une carte géologique au 5 millième, des données géotechniques. Sur l'ensemble de la ville de Nice, on avait récupéré 450 sondages dans les bassins sédimentaires essentiellement. Et on a également effectué des expérimentations géophysiques, donc des mesures essentiellement sismiques ou sismologiques, avec des expérimentations SASW, donc la sismique active, et des mesures de bruit ambiant, donc enregistrement des vibrations ambiantes composées par l'activité humaine, la météo, etc., en des points individuels ou même sur des réseaux. Vous avez l'ensemble des données géotechniques qui ont été, ou non, des mesures, pardon, H sur V bruit de fond qui ont été menées dans Nice sur la carte du haut, et la carte du bas vous montre l'épaisseur sédimentaire qui dérive de l'ensemble des données, donc géotechniques et géophysiques, donc la synthèse qui nous donne une carte avec des épaisseurs sédimentaires à Nice allant près de 100 mètres d'épaisseur dans le sud-ouest de la commune, où se trouve notamment l'aéroport de Nice. Et vous voyez qu'en fait, Nice est composée de 3 vallées. La vallée du Var, qui est la vallée la plus à l'ouest, la vallée centrale, où on a le centre-ville de Nice, et ce qu'on appelle la vallée du Paillon, qui débouche sur le port de Nice. Et vous voyez que donc aussi l'épaisseur sédimentaire est relativement variable d'un point à l'autre de la ville. Ce modèle géotechnique du sous-sol de la ville de Nice a été constitué de 9 couches sédimentaires différentes qui reposent sur un substratum rocheux indifférencié et avec une couche de remblai par-dessus. Ça nous permet, donc, ce modèle 3D, de faire des coupes au travers
Et on voit que l'organisation donc, des différentes couches lithologiques, hein, qui sont des sables, des graviers, des argiles par moment aussi, a une géométrie assez compliquée, mais assez typique quand même des remplissages fluviatiles, c'est-à-dire qu'on n'a pas des choses vraiment avec des horizons horizontaux bien définis, mais on a des lentilles et des niveaux qui s'en mêlent les uns dans les autres. À partir de là, donc à partir de ce modèle géotechnique, nous sommes allés vers le microzonage et les différents projets de recherche qui ont été menés à Nice ont permis in fine, de tester plusieurs approches. Une première approche qui consiste simplement, à partir du calcul des VS30 issus du modèle, de faire un microzonage en termes de classe de sol EC8. Ce microzonage serait imprécis et pas site spécifique, puisqu'en fait, on va juste reprendre les spectres forfaitaires. Une deuxième approche testée a été une modélisation numérique linéaire équivalent de colonnes de sol 1D. C'est fastidieux, évidemment, puisqu'en fait, le modèle de Nice comprend à peu près, dans les vallées sédimentaires, hein, à peu près 9000 points, 9200 points, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est assez long à pratiquer. Donc, on l'a fait sur certains points uniquement. Et enfin, on a développé une approche empirique dans la thèse d'Héloïse Cadet, hein, qui a soutenu en 2007 déjà, et qui développe en fait des fonctions d'amplification empiriques directement sur les spectres de réponse élastique. La figure du bas, en fait, vous montre sur certains points dans la vallée du Paillon, donc la vallée qui se situe la plus à l'est de la ville, une comparaison entre, en rouge, les fonctions d'amplification liées, obtenues avec la méthode SAPE d'Héloïse Cadet 2007, et des simulations 1D au même point, avec des colonnes de sol issues du modèle. Et on voit que si la fonction SAPE donne des amplifications légèrement supérieures par rapport à la modélisation numérique, on est excellent en termes de fréquence, de contenu fréquentiel, c'est-à-dire que l'amplification maximale est retrouvée à la bonne fréquence, mais c'est vrai que les niveaux sont légèrement plus importants, mais donc plus sécurisants. Du coup, en discussion aussi avec les ministères, comme j'avais dit tout à l'heure, on a privilégié l'approche empirique, donc l'application de ces fonctions SAPE de Cadet et al. Sur l'ensemble de la ville de Nice pour établir ce microzonage. Alors, il y a eu quand même plusieurs étapes, hein, parce qu'en fait, quand on applique une quelconque méthode sur des sites, après, il faut transformer ça en zones. Pour faire ça, donc, on a calculé donc, les spectres en surface avec la méthode empirique. On a recherché les points où on avait des spectres de forme similaire. Et enfin, on a défini des spectres réglementaires spécifiques en prenant une enveloppe de l'ensemble de ces spectres de la zone considérée. Donc, je reviens sur le calcul de la fonction correctrice, hein, qui est une méthode qui est assez pratique à mettre en œuvre parce qu'en fait, elle nécessite de connaître la vitesse de propagation des ondes dans les milieux sédimentaires sur une certaine épaisseur. Hein. Nous, on a choisi le VS30 à l'époque et également le F0, qui est donc la fréquence fondamentale de résonance des sols qui peut être obtenue, par exemple, en faisant du H sur V sur le bruit de fond. Nous, on les a déduits aussi de notre modèle. Donc environ 9000 points sur l'ensemble de la ville. Ensuite, on a multiplié ce coefficient ou cette fonction correctrice par le spectre d'élastique au rocher pour obtenir le spectre de réponse élastique spécifique sur le point, sur le nœud sur chaque nœud du modèle. Donc bien sûr, ensuite il a fallu prendre un spectre de réponse élastique conforme à la réglementation nationale. On n'allait pas prendre des formes un petit peu étranges et on a choisi d'essayer de retrouver quelle est la forme de spectre similaire au spectre de la réglementation nationale qui correspond en fait à chaque groupe, à chaque zone qu'on avait déterminée en regroupant les spectres de réponse élastiques similaires. On a finalement regroupé les formes de spectres similaires en 4 zones, dont une pour le rocher, et on a donc défini notre microzonage selon ces 4 zones. Donc voilà le microzonage qu'on a obtenu in fine. Vous reconnaissez donc le contour de la ville de Nice, avec en vert et jaune des zones qui correspondent au rocher à Nice, avec le jaune des effets de site topographiques qui ont été pris en compte. Et dans les vallées sédimentaires, donc la vallée du Var, la vallée centrale et la vallée du Paillon majoritairement, principalement, on a donc 3 types de spectres différents qui vous sont montrés en orange,
en rose et en bleu. L'aléa régional, je vous rappelle, c'est le spectre EC8 pour la classe de sol A, la classe de sol A, pardon. Et la forme des spectres est conforme à celle obtenue, qui est définie dans les EC8. Alors, je vais finir par quelques mots sur la mise en œuvre en fait, de ce PPR, puisqu'en fait, maintenant, ça fait à peu près 4 ans qu'il est imposable, qu'il est imposé aux constructions neuves essentiellement. Donc, on a eu quelques retours déjà. Juste pour vous dire que dans la réglementation de ce PPR, on n'a pas d'interdiction de construire, bien sûr, il n'y a pas de zone rouge, il y a des zones bleues, bleu clair ou bleu foncé selon le niveau de spectre à prendre en compte. On a des nouvelles conditions à prendre en compte pour les constructions neuves, donc des spectres nouveaux, mais par contre, on n'a pas mis d'exigences particulières sur les constructions existantes, hors travaux lourds, bien entendu. Alors, quels sont les points forts de ce microzonage et de ce PPR? Pour l'aléa régional, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on a choisi de garder le spectre de réponse élastique ou le niveau d'aléa de la réglementation nationale qui était défini pour Nice. Pour l'aléa local, on a gardé les formes de spectre conformes à la norme C8, donc les bureaux d'études ne sont pas vraiment perturbés par ces spectres-là, puisqu'en fait, juste les paramètres des spectres sont changés. La méthodologie mise en œuvre est reproductive et les données sont disponibles. Donc, en fait, on peut toujours retrouver les résultats qu'on a obtenus en utilisant les données de départ. Et un des gros avantages aussi du microzonage, c'est que pour définir ces spectres de réponse élastique ou pour définir quel est le spectre qu'il faut prendre en compte, on a désormais une dépendance géographique, c'est-à-dire qu'on a une adresse qui est liée à un spectre de réponse élastique et il ne faut plus faire d'études de sol pour définir le VS30 et savoir quelle est la classe de sol de la zone où on construit, par exemple. Alors, quelques difficultés d'application quand même. Au niveau de l'aléa régional, si on regarde les études d'aléa probabilistes récentes sur Nice, on arrive à un PGA qui varie entre 0,86 mètres secondes carrés et 1,4 mètres secondes carrés quand on se déplace du sud-ouest vers le nord-est de la ville pour une période de retour de 475 ans. Donc là, on voit que, évidemment, si maintenant on fait une étude spécifique de l'aléa sismique au niveau du sud de la vallée du Var, on va avoir une accélération d'ancrage au rocher qui est beaucoup plus faible, évidemment, que ce qui est préconisé dans le PPR, mais nous, on a choisi de garder la réglementation nationale. Sachant que la réglementation nationale, évidemment, est un découpage communal et on n'a pas de zones différentes dans une commune. Toutes les communes, une commune entière est classée dans la même zone. Donc, la question qu'on pourrait se poser quand même, c'est doit-on conserver le même PGA au rocher sur toute la ville? C'est une question qui peut se poser. Ensuite, une autre question, peut-on diminuer l'aléa sismique par rapport à la réglementation nationale? C'est quelque chose qui a un fort enjeu et qui a un fort impact, et du coup, ça, c'est quelque chose qui doit se discuter. Et, in fine, doit-on ou peut-on interdire les études spécifiques sur certains ouvrages? Est-ce qu'on peut forcer dans un PPR de prendre ce que donne le PPR sans faire d'études spécifiques? Au niveau de l'aléa local, la méthodologie utilisée pour la définition du microzonage, elle est spécifique et elle n'est pas maîtrisée par les bureaux d'études. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les zones et les classes de sol EC8 et ça perturbe des fois les bureaux d'études. C'est difficile d'expliquer qu'on ne peut pas faire de correspondance entre les spectres de réponse élastique qui sont donnés dans le PPR de Nice et les spectres de réponse EC8. Également, le découpage en fait du microzonage est un découpage physique qui ne suit pas les parcelles. Donc, on se retrouve des fois à avoir des parcelles cadastrales qui sont à cheval sur deux zones. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le spectre de réponse élastique à prendre en compte? Ça peut se discuter. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines difficultés pour les bureaux d'études quand il y a renforcement de sol ou quand il y a fondation profonde. Quel est dans ce cas le spectre de réponse élastique à prendre en compte en surface? Le mieux, évidemment, serait de faire une modélisation numérique totale pour voir comment le mouvement sismique est modifié par rapport à ces fondations profondes ou à ce renforcement de sol. Mais ce n'est pas toujours réalisé par les bureaux d'études. Quand il n'y a pas de PPR qui existe, par exemple, ce que les bureaux d'études ont l'air d'avoir l'habitude de faire, c'est de prendre une classe de sol, qui est la classe de sol avant renforcement, par exemple, classe de sol D.
il renforce le sol et sous l'effet de ce renforcement, généralement, il passe à une classe de sol plus favorable, c'est-à-dire par exemple de D à C. Ce n'est pas possible dans le cas du PPR. Voilà quelques questions qui restent en suspens, bien sûr, hein, et qui nécessitent en fait une discussion constante avec les bureaux d'études, hein, même après l'application et la validation du plan de prévention des risques. Merci beaucoup, et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. Deux questions dans la salle. Ouais, je vais relayer. Ouais, il faudra que... Tu as entendu, Étienne? Pas du tout. Donc au niveau de la zone de l'aéroport, il y a des remplissages qui ont été réalisés pour la construction de l'aéroport. Comment ça a été pris en compte et comment ça impacte le microzonage? Alors, donc effectivement, il y a une grosse zone de remblai hein, sur une partie de l'aéroport, hein, même pas l'ensemble de l'aéroport. Et en fait, ces remblais sont pris en compte dans le modèle du sous-sol 3D en fait, de la ville. Et du coup, en fait, les spectres de réponse élastique qui ont été définis sur cet aéroport sont consistants en fait, avec ce modèle. À savoir qu'aussi qu'à l'époque, il y avait eu des mesures de bruit de fond en réseau, des mesures de bruit de fond faites sur l'aéroport. Et donc, on a des mesures de F0 assez denses sur cet aéroport qui ont permis de contraindre le modèle à ce niveau-là et qui donc tiennent en compte ce remplissage sédimentaire. Et ce remplissage, enfin ces remblais, pardon. Ok, merci. On a une autre question. Oui, moi j'avais une question sur le PPR. Dans quelle mesure et par quels moyens il prend en compte la vulnérabilité ou pas de la ville elle-même, en fait, des bâtiments? Est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Comment? Donc la question est, dans quelle mesure la vulnérabilité a été intégrée dans le PPR et est-ce que cette vulnérabilité est prise en compte? Alors, dans le PPR de Nice, on est resté vraiment au niveau de la définition de l'aléa. Pendant longtemps, on a quand même fait des études de vulnérabilité sur la ville de Nice. On avait même fait des études de vulnérabilité d'infrastructures, enfin d'infrastructures de routes, hein, de voies de communication, pour savoir quelles étaient les voies qu'il fallait durcir. Et en fait, ça n'a pas été inclus in fine dans le PPR. Le microzonage, d'une manière en tant que tel, n'inclut pas cette vulnérabilité. Et du coup, la réglementation, après, on va dire qu'elle est surtout appliquée pour les constructions neuves. Encore une troisième question avant de passer à la présentation suivante. Oui, juste pour savoir si ce PPR inclut également, dans le cadre de l'aléa sismique, le risque de submersion marine ou pas. Est-ce que le PPR... T'as entendu? Ouais, c'est bon, parfait. En fait, non. Le PPR sismique ne concerne que la vibration en tant que telle et pas du tout l'aspect tsunami, qui pourrait être pris en compte en fait si on faisait un PPR littoral, par exemple. On n'est pas concerné à Grenoble. C'est pas intéressant. Une autre question? Non, mais merci Étienne. Tu restes avec nous de toute façon, et puis tu seras là pour le moment de la table ronde après. Là. Merci.